Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite de nombreux débats, la cigarette électronique. On estime que 6 millions de vies pourraient être sauvées aux États-Unis d'ici 2005 si tous les fumeurs adoptaient la cigarette électronique. Depuis des années, on connaît les ravages du tabac. Chaque année, 8 millions de personnes en paient les conséquences, à travers des infections respiratoires, des maladies cardiaques et des cancers. Le tabac est également un facteur aggravant pour 6 des 10 principales causes de décès dans le monde. Chaque année, 1,4 milliard de dollars sont investis pour traiter les malades, mais les effets du tabac ne se limitent pas à la santé humaine. L'environnement en souffre aussi. Pour produire 15 paquets de cigarettes, un arbre doit être abattu. Cela peut sembler anecdotique, mais avec la production mondiale, ce sont 600 millions d'arbres qui disparaissent chaque année. Alors, passer à la cigarette électronique serait-il une solution pour réduire ces impacts ? Contrairement à la fumée de cigarette, la vapeur produite par la cigarette électronique serait-elle moins nocive pour les poumons et permettrait-elle de se débarrasser de certains désagréments comme l'odeur de tabac froid ou la mauvaise haleine ? Malgré ces avantages potentiels, les avis restent partagés, même parmi les scientifiques. Nous allons explorer tout cela dans cette vidéo. Restez avec nous. La question de l'addiction persiste. Quelle alternative est la plus addictive ? À l'origine, la première cigarette électronique, apparue en 2004, visait à aider son inventeur à arrêter de fumer après avoir vu son père succomber à un cancer du poumon. Pour les fumeurs, les habitudes associées au geste de fumer peuvent créer une sensation de manque. C'est pourquoi on a souvent tendance à substituer le geste par un bâton ou une brindille. Au-delà des habitudes, la nicotine est également en cause. Une fois inhalée, elle traverse la paroi fine des alvéoles pour pénétrer dans le sang, atteignant rapidement le cerveau en franchissant la barrière hémato-encéphalique. Là, elle se fixe sur des récepteurs spécifiques des neurones, libérant divers messagers chimiques dans le système nerveux. L'acétylcholine et le glutamate stimulent les muscles, la mémoire et la concentration, tandis que la noradrénaline et l'adrénaline augmentent la fréquence cardiaque et dilatent les vaisseaux sanguins, produisant un effet stimulant similaire au café. Mais ce n'est pas tout, la nicotine libère également de la sérotonine et du GABA, qui ont des effets contraires en favorisant la relaxation et le sommeil. Cela crée un effet paradoxal, stimulant tout en apaisant. De plus, ces substances déclenchent une sensation de bien-être et de récompense grâce à la libération d'endorphines et de dopamine. Serait-il impossible de ressentir cela sans nicotine ? En réalité, les récepteurs du cerveau ne sont pas conçus pour elle mais pour une autre molécule, bien que la nicotine, en raison de son affinité élevée, parvienne à s'y fixer et à les activer plus longtemps. En 10 à 20 secondes, ces effets se font sentir, et avec le temps, le cerveau devient dépendant, car il oublie peu à peu comment produire ces sensations de façon autonome. C'est pour cela que, lorsqu'on arrête, des symptômes de stress, d'insomnie, de difficultés de concentration et de dépression apparaissent souvent. Alors, entre cigarette classique et cigarette électronique, laquelle permet de limiter ces effets ? L'option logique semble être la cigarette électronique, car la quantité de nicotine peut être dosée. Cependant, c'est un piège. Le taux de nicotine peut varier entre 0 et 20 mg par millilitre, et une session de vapotage de 15 bouffées peut introduire jusqu'à 15 mg de nicotine dans le corps. En comparaison, une cigarette classique libère entre 1,5 et 2,6 mg. Certaines études révèlent même que certains liquides dépassent 50 mg par millilitre, bien au-delà de la norme européenne. Pire encore, parmi des produits supposés sans nicotine, 20% en contenaient jusqu'à 7 mg. Cela peut entretenir l'addiction sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte, d'autant plus que vapoter est devenu un geste quotidien. On voit de plus en plus de gens vapoter en intérieur, pensant que c'est sans danger, ce qui les pousse à vapoter plus fréquemment. Les arômes ajoutés rendent aussi l'expérience plus agréable, et 63% des vapoteurs en consomment pour cette raison. Cette facilité d'accès séduit particulièrement les jeunes. Il est plus attrayant de vapoter avec un goût de barbe à papa ou de pomme qu'avec celui de tabac. En Angleterre et en Amérique du Nord, cela est devenu préoccupant, avec 20% des jeunes qui ont déjà essayé. Au Canada, ce chiffre monte à 37% et continue d'augmenter. La banalisation de la cigarette électronique rend l'addiction encore plus insidieuse.
On est bien forcé de reconnaître que la cigarette classique l'emporte, mais la bataille est loin d'être terminée car chacune présente des dangers bien distincts. Laquelle contient les composés les plus toxiques? Et si je vous disais que certaines substances présentes dans les cigarettes sont aussi utilisées par certains services de renseignement pour des assassinats? Voyons cela de plus près. Une cigarette traditionnelle renferme environ 600 composés, principalement d'origine naturelle, absorbés par la plante de tabac à partir du sol. Cela inclut non seulement les nutriments, mais aussi les polluants et pesticides, selon les sols sur lesquels elle pousse. C'est une plante hyperaccumulatrice, capable d'absorber et de concentrer des métaux lourds comme le cadmium, le zinc, le plomb, le nickel, et même des éléments radioactifs. Les industries du tabac étaient d'ailleurs conscientes de ce problème depuis des décennies, mais face aux difficultés d'élimination de ces substances, elles ont préféré détruire des documents pour en minimiser l'impact public. C'est là que la cigarette électronique obtient un point, bien qu'elle contienne de la nicotine, elle ne comporte pas de tabac en lui-même. La nicotine est extraite des feuilles avec divers solvants comme l'eau, l'acétone, ou même le kérosène, mais une fois purifiée, il n'en reste presque aucune trace. Cela permet de réduire considérablement les produits indésirables, avec jusqu'à 1000 fois moins d'impuretés d'origine naturelle et 10 à 50 fois moins de métaux lourds. Pour le polonium, aucune trace détectée jusqu'à présent. Toutefois, d'autres composants sont ajoutés pour compenser. Ce ne sont pas simplement de l'eau mais des substances comme le propylène glycol et le glycérol, également présents dans l'industrie alimentaire, et souvent dérivés du pétrole ou des huiles végétales. Ces additifs, peu toxiques en soi, sont aussi présents dans les arômes utilisés dans des glaces et desserts. Mais il y a un bémol, si ces additifs sont sans danger lorsqu'ils sont ingérés, leur effet une fois inhalé reste à examiner. Lorsque ces liquides sont chauffés, la situation change. Le liquide contenant de la nicotine est stocké dans un réservoir, où un morceau de coton est immergé. Ce mélange remonte par capillarité jusqu'à un fil traversé par un courant électrique, qui chauffe à près de 300 degrés Celsius. À chaque inspiration, les molécules en contact avec ce fil chauffé s'évaporent, laissant place à d'autres. Cependant, la chaleur intense provoque des réactions chimiques qui génèrent de nouvelles substances, souvent beaucoup plus dangereuses, comme le diacétyl, des microparticules et des métaux. Ces derniers ne proviennent pas du liquide lui-même, mais de la vapoteuse, qui sous l'effet de la chaleur, libère progressivement des composants qui se retrouvent dans la vapeur inhalée. Une équipe de chimistes a mené une étude sur les risques en se basant sur les produits de départ, la température et la durée de chauffe. Les résultats montrent que 127 substances ont une toxicité aiguë, 153 sont dangereuses pour la santé et 225 sont considérées comme irritantes. Le problème majeur réside dans le fait que chaque saveur de cigarette électronique contient ses propres composés, créant ainsi une variété de substances potentiellement nocives. C'est pour cela qu'il est difficile de donner un avis définitif sur la dangerosité de la vapoteuse, d'autant plus qu'elle est commercialisée depuis moins de 10 ans. On commence seulement à comprendre ses impacts sur le long terme. Pour la cigarette classique, en revanche, la situation est bien plus claire, la combustion génère plus de 7000 composés, allant de la vapeur d'eau inoffensive au monoxyde de carbone, qui remplace l'oxygène dans le sang. On trouve également des substances telles que l'hydrogène, l'arsenic, et des goudrons. Si l'on devait choisir un vainqueur, la vapoteuse sortirait gagnante. Mais si l'on considère les risques sur la santé, il reste à voir si elle pourra réellement conserver cette position. Chaque année, le tabac tue 8 millions de personnes, dont 1,3 million qui ne fument même pas directement, mais qui inhalent la fumée secondaire. Cette dernière contient les mêmes toxines que celle inhalée, et parmi les 7000 composés, beaucoup sont cancérigènes. Le benzène, par exemple, était autrefois utilisé comme solvant pour nettoyer les blouses dans les usines. Mais au fil du temps, on a découvert qu'il provoquait de graves problèmes de santé. Sa structure moléculaire lui permet de pénétrer entre les molécules d'ADN, entraînant des erreurs lors de la division cellulaire, ce qui peut provoquer des cancers. La fumée de cigarette contient plus de 70 composés cancérigènes, chacun agissant de manière spécifique et ciblant différentes parties du corps. En pénétrant dans le sang via les poumons, ces substances peuvent atteindre n'importe quel organe. À cela s'ajoutent des produits irritants et toxiques qui, à long terme, peuvent provoquer des empoisonnements. Mais il existe un danger encore plus grand que le cancer, la détérioration de votre système respiratoire.
Celui-ci est recouvert de cellules qui jouent un rôle de protection, en piégeant les microbes et les bactéries, et en produisant du mucus pour les éliminer. Lorsque vous êtes malade, ces cellules s'activent pour empêcher la propagation des infections, en produisant encore plus de mucus. Cependant, la fumée de cigarette dépose du goudron sur ces cellules, les empêchant de remplir leur fonction. En réaction, elles sécrètent encore davantage de mucus, surchargeant les poumons et rendant la respiration de plus en plus difficile. À mesure que cette accumulation augmente, la pression dans les poumons monte. Si elle devient trop élevée, les alvéoles se rompent et les dommages deviennent irréversibles. Heureusement, c'est la combustion du tabac qui cause cette accumulation de goudron. En revanche, une cigarette électronique, en chauffant simplement le liquide, ne produit aucune trace de goudron. Pourtant, de nombreux vapoteurs souffrent tout de même de problèmes respiratoires. En 2019, le CDC a lancé une enquête après avoir constaté que de plus en plus de personnes vapotant souffraient de détresse respiratoire. Une nouvelle maladie a rapidement affecté plus de 2800 personnes, avec 68 décès. Il a été découvert que des substances comme des huiles essentielles et des composés gras utilisés pour épaissir les liquides se retrouvaient dans le mucus, obstruant les voies respiratoires et provoquant des lésions. Cependant, la principale source de danger était l'acétate de vitamine E, une forme plus stable de vitamine utilisée en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes. Si elle est chauffée à plus de 200 degrés Celsius, cette vitamine se dégrade en produits cancérigènes et en gaz toxiques. Bien que ces produits soient potentiellement dangereux, beaucoup des personnes malades avaient utilisé des liquides contenant du cannabis, souvent obtenus illégalement, et sans contrôle de qualité. Même les produits commerciaux ne sont pas à l'abri des risques. Par exemple, l'arôme de cannelle contient du cinnamaldéhyde, qui peut provoquer des allergies et des irritations. Le diacéhyl, utilisé dans certains liquides pour cigarettes électroniques, provoque la formation de plaques dans les poumons. Ces plaques cicatrisent et réduisent le passage de l'air, ce qui peut entraîner des difficultés respiratoires. Ce phénomène est à l'origine de ce que l'on appelle la maladie du poumon de popcorn, car les premiers cas concernaient des employés d'usines de popcorn pour micro-ondes. Le diacéhyl est employé pour donner des saveurs complexes au liquide, malgré la connaissance des risques qu'il représente. Pourtant, il continue d'être utilisé pour diversifier l'offre destinée aux consommateurs. La cigarette électronique présente de nombreux avantages par rapport au tabac, comme un nombre réduit de cancérigènes et l'absence de goudron. Cependant, elle comporte également des risques, notamment chez les jeunes, qui ne cessent d'être découverts. En ce qui concerne l'impact écologique, la question reste complexe. Nous avons tous vu des mégots de cigarettes jetés à la plage ou dans la nature, ce qui est non seulement répugnant, mais aussi polluant. D'après une enquête d'Alcom, 56% des fumeurs admettent jeter leurs mégots au sol, malgré la gêne qu'ils ressentent et la prise de conscience des effets néfastes sur l'environnement. En France, entre 20 000 et 25 000 tonnes de mégots sont jetées chaque année, ce qui représente 1,2 milliard dans le monde. Une fois au sol, ces déchets ne restent pas inertes. Les mégots peuvent être responsables de presque 30% des incendies en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, surtout en été. Ils représentent aussi une menace pour les environnements aquatiques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les filtres de cigarettes ne contiennent pas de coton, mais une matière synthétique, l'acétate de cellulose, dérivé du bois, mais qui, une fois modifié, devient non biodégradable. Toutes les toxines qu'ils piègent sont progressivement libérées dans l'environnement. En seulement 4 jours, un mégot peut polluer 1 litre d'eau, provoquant des malformations sur les embryons de certaines espèces. Les métaux lourds présents dans les sédiments des océans et mers s'accumulent et détruisent les écosystèmes. Même dans des villes comme Berlin, les mégots jetés dans la rue relâchent leurs toxines lorsqu'il pleut, ce qui finit par se retrouver dans les nappes phréatiques, contaminant l'eau potable de la ville. Un seul mégot peut contaminer entre 500 et 1000 litres d'eau. Quant aux cigarettes électroniques, leur fabrication n'est pas sans impact environnemental. L'extraction des minerais nécessaires à leur production, comme le lithium, entraîne une pollution considérable. C'est pourquoi les experts s'inquiètent de l'essor des véhicules électriques, dont la fabrication est également polluante. La cigarette électronique pollue moins pendant son utilisation, mais la fabrication des batteries peut entraîner jusqu'à 70% d'émissions supplémentaires. Cependant, leur aspect réutilisable et surtout recyclable les rend beaucoup moins nocives.
Il est cependant important de ne pas jeter les batteries dans la poubelle jaune, car elles peuvent s'enflammer à la fin de leur vie et provoquer des accidents. Elles doivent être démontées et rapportées dans des centres de tri spécifiques. Pour cela, la cigarette électronique gagne un point. En fin de compte, il est clair que la cigarette électronique est moins dangereuse que le tabac traditionnel, mais est-ce que cela restera le cas ? Pour rester compétitifs, les industriels développent de plus en plus d'arômes pour séduire une clientèle plus large. Ces arômes ne présentent pas de danger, mais chauffer et inhaler des substances n'est pas la même chose. Étant donné qu'il s'agit de l'utilisation inédite de ces composés, nous ne connaissons pas encore tous leurs effets à long terme. Il a fallu 15 ans pour que de nouvelles maladies liées à la vapoteuse apparaissent, et il est fort probable que d'autres effets néfastes soient découverts. Voilà, nous avons exploré ensemble les enjeux autour de la cigarette électronique. Bien que son utilisation puisse offrir une alternative moins nocive au tabac traditionnel, elle ne fait pas l'unanimité, et les risques à long terme restent encore largement inconnus. Il est donc essentiel de rester informé et prudent face à ces nouvelles habitudes. Ce qui est certain, c'est que réduire la consommation de tabac et protéger notre santé, ainsi que notre environnement, doit être une priorité. Si vous êtes fumeur, il est toujours conseillé de consulter un professionnel de santé pour discuter des meilleures options pour arrêter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour aider à diffuser ce message. À très bientôt pour de nouveaux contenus.